voir les pôles. Voilà, je passe à la suite. Les autres types de satellites, alors finalement beaucoup plus répandus pour ce qui est observation, télédétection en général et observation que ce soit des surfaces ou de l'atmosphère, sont les satellites défilants. Alors l'animation ici représente ce qui se passe. Vous voyez que le satellite orbite donc à des orbites beaucoup plus basses que les géostationnaires, typiquement entre 400 et 800 km d'altitude, avec un satellite en orbite quasi circulaire et qui finalement lui a on va dire une orbite fixe, mais la Terre tournant au cours de la journée, voilà comment on arrive à avoir des fauchets qui au bout de 24 heures arrivent à couvrir tout le globe. Et c'est comme ça qu'on a ces images assez classiques des différents produits satellites que je vais vous montrer après et qu'on a déjà vu dans le passé. Donc avec ces fauchets ici qu'on retrouve et qui finalement toutes les heures et demie dans le cas des satellites héliosynchrones vont se déplacer d'environ 1500 km, 2500 km et couvrir le globe en 24 heures. L'avantage de ces satellites, c'est que on a une meilleure résolution spatiale que sur les géostationnaires. On est quand même sensiblement plus près de la Terre, de l'objet observé. On a par contre quelques inconvénients. On a clairement une géométrie d'observation assez complexe à cause du défilement et des conditions d'observation, on va dire, assez particulières à chaque instrument. Et le fait que finalement le temps soit un peu difficile à maîtriser, disons la relation entre temps et position du satellite soit un peu complexe à maîtriser, ça rend extrêmement compliqué l'utilisation combinée de plusieurs satellites parce que quand il y en a un qui est ici, l'autre est là et finalement l'assemblage de tout ça est assez complexe. Ceci dit, c'est très précieux et on verra un peu plus loin ce qu'on peut en faire. J'ai zappé trop vite. Voilà. Le troisième type de satellite, alors qui est un petit peu plus exotique, alors c'est les satellites en orbite lagrangienne. Alors de fait, finalement, on en a un qui est Discover. Et depuis pas si longtemps, mais je le montre quand même parce que finalement c'est quelque chose d'hybride, c'est ni un satellite défilant, ni un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui est situé au point de Lagrange L1, donc à 1,5 million de kilomètres, et donc il est finalement entre la Terre et le Soleil, à 1 million de kilomètres de nous, 1,5 million de kilomètres. Et l'avantage, c'est que finalement, on voit avec un soleil du coup toujours au zénith, puisqu'on l'a dans le dos, on observe la Terre avec donc toujours 2 jours et au cours de la journée, on a une répétitivité des observations, un petit peu comme les géostationnaires, mais la différence, c'est que la Terre qui tourne et on est toujours éclairé, donc on n'a pas de problème de nuit ou de choses comme ça. La géométrie des observations, du coup, est assez simple. On retrouve la facilité des géostationnaires et on n'a pas le problème de changement d'éclairement solaire puisque vous voyez ici le reflet du soleil dans l'océan, on est toujours au même endroit. Et finalement, on commence à avoir une exploitation scientifique de ce type de satellite puisque Discover, avec son radiomètre EPIC à bord, fournit des produits comme ce que vous voyez ici et on en dérive des produits aérosols également. Voilà. Ah oui, l'avantage évidemment, c'est que là, par rapport au géostationnaire, on a une couverture globale puisque la Terre finit par tourner, on finit par voir au cours de la journée tous les points du globe. Oui, j'ai représenté ici, le voilà le point L1. Il vaut mieux que je vous le montre que je vous l'explique, mais il est ici. C'est pas du tout à l'échelle, mais au moins ça situe la géométrie. Donc, juste quelques exemples de satellites existants et largement utilisés par la communauté scientifique dans nos domaines d'observation de l'atmosphère. Un des plus importants et plus largement utilisé, c'est MODIS, qui a été lancé. En fait, on a les 2 satellites qui ont été lancés en 1999 et en 2002 par la NASA. Qui fournissent ce genre d'imagerie qu'on a largement utilisé dans le passé et que je vous ai souvent montré dans ces séminaires, avec, je dirais, là,
à peu près le rêve de tout chercheur, une très grande couverture spectrale dans les observations, on a 36 bandes, une résolution géniale qui va jusqu'à 250 mètres, donc on observe des phénomènes assez à petite échelle. Voilà, on en tire un certain nombre de produits géophysiques, que ce soit nuages, aérosols et bien d'autres. Sur les terres émergées aussi, ou sur les océans, on a énormément de produits géophysiques. Donc c'est un satellite clé dans l'observation de la Terre, et on en reparlera dans la démo également. Parasol qui pendant 8 ans a volé, c'est un satellite du CNES, lui est un des très rares satellites à exploiter la polarisation, et il nous a donné une archive de 8 ans de données avec un certain nombre de produits. Là aussi dans la démo j'utiliserai des produits du satellite Parasol pour quelques cas d'études. Et le gros intérêt, c'est qu'on a ces images en polarisation qui finalement sont peut-être dures à interpréter, mais nous apportent des informations essentielles que les autres satellites ne peuvent pas apporter sur les composants atmosphériques, que ce soit aérosols ou nuages. Calliope, on en a parlé. Donc Calliope, c'est le LIDAR en orbite sur le satellite Calypso, qui est représenté ici. Alors Calypso a la particularité d'être dans la Trinque, et donc cette constellation de satellites qui, à la queue leu balaye sur la même orbite, balaye la Terre et nous permet d'avoir une combinaison d'observations de différents types dans un temps très très proche. Les différents satellites vont observer la même chose finalement à quelques minutes d'intervalle. Et donc Calliope, qui est vraiment le premier exemple de LIDAR de LIDAR satellite, on va dire, qui a été un succès. Il y a eu des expériences avant, mais moins fructueuses. Et l'énorme avantage du LIDAR, c'est que ça va nous donner ce type de produit. On va avoir, comme c'est représenté ici, un sondage vertical de l'atmosphère, et on va arriver à avoir sous le satellite cette représentation en profil, ou parfois on utilise le terme de rideau, et on va avoir cette coupe verticale de l'atmosphère directement sous le satellite, partout où il passe, avec la possibilité, alors sur cet exemple je ne sais plus dans quelle année c'était, mais c'était l'ouragan Dean. Donc on voit ici cette énorme masse nuageuse, avec des nuages qui arrivent très haut ici, et puis à côté de l'ouragan, on voit ici une couche d'aérosol, et vous voyez très bien la différence en fait entre on va dire une atmosphère, alors ici c'est un peu sale partout, mais vous voyez ici c'est quelque chose de plus clair ici, puisque quand c'est bleu c'est du ciel clair, et dès que ça devient jaunâtre, rougeâtre, on a de la matière, et donc on arrive très bien à localiser les composants atmosphériques, que ce soit nuages ou aérosols, disons la présence de composants atmosphériques, que ce soit nuages ou aérosols, et leur positionnement vertical dans l'atmosphère, ce qui est un paramètre clé pour comprendre leurs propriétés ou même leur nature. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur Calliope. Dans le même esprit, on a le satellite CloudSat qui est lui juste derrière Calliope dans la Train. Je crois qu'il y a 3 minutes qui les séparent, donc c'est vraiment très très court. CloudSat, lui, à la différence de Calliope qui, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un LIDAR, et dès qu'il y a un nuage, il est évidemment bloqué, et par exemple dans cet ouragan, il ne va absolument pas pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur, parce que la lumière du LIDAR est complètement absorbée par le gros système nuageux. À la différence, CloudSat, qui lui est un radar et non pas un LIDAR, va pouvoir complètement pénétrer à l'intérieur d'un système nuageux et nous donner des informations très très précieuses sur la complexité d'un système nuageux comme cet ouragan, évidemment du sommet jusqu'à sa base. Donc pour ce qui est observation des nuages, évidemment CloudSat est un excellent
complément d'information, et on a souvent une utilisation en tandem entre Calypso et CloudSat, l'un plutôt pour les aérosols, l'autre plutôt pour les nuages. Je vous ai parlé des géostationnaires et donc Séviri, qui est donc le radiomètre à bord de Météosat depuis 2003, et qui nous permet, grâce à ces caractéristiques multispectrales, de générer un certain nombre de... Donc ça, c'est l'image en composite coloré assez classique. Et à partir de ces informations qui nous permettent, vous voyez, de différencier les différents objets observés, on peut en dériver des produits géophysiques, comme ici une cartographie des nuages et de leur nature, et ici une cartographie des aérosols sur ce même jour. Là, ici, un zoom sur la question des aérosols. Vous voyez ici l'image en composite coloré comme ici, et avec ici, vous voyez une légère perturbation du signal. Vous voyez ces zones bleutées dans cette représentation-là. On exploite ces mesures spectrales pour arriver à dériver ce genre de carte aérosol. Et vous voyez ici la même image en composite coloré et en contenu aérosol. Alors l'application pratique dans Callisphère, alors d'une manière générale, les données satellites sont très souvent utilisées en support de l'observation au sol pour différentes raisons. Alors on a parlé de la couverture spatiale, on a évidemment le gros avantage d'avoir des observations disponibles au-delà du voisinage immédiat de l'endroit où on fait son observation au sol, et également si on fait une mesure ici ou là, tous les jours, on a le satellite qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé entre nos deux mesures sol. Donc en fait, ça va nous apporter une information contextuelle assez importante, qui va être une aide précieuse à l'analyse des mesures au sol. Quelque part, quand on est au sol, on regarde le problème par le petit bout de la lorgnette, on voit ce qui se passe au-dessus de soi, et on n'a pas toujours la possibilité de comprendre si c'est des aérosols, des cirrus, de ci, de là. On a souvent besoin de plus de contexte et de recul, et c'est précisément ce que peut apporter le satellite. Donc à la fois pour son contexte spatial, donc l'étendue géographique et voir les conditions météorologiques à grande échelle, et temporel, puisqu'on peut savoir finalement quand on observe un événement, qu'est-ce qui s'est passé sur les jours précédents? Est-ce que c'est vraiment des poussières qui viennent du Sahara, ou est-ce que c'est tout autre chose, des incendies ou de la pollution? Et l'autre avantage, évidemment, c'est que, je vous ai montré quelques exemples précédemment, on a une panoplie de produits géophysiques développés et validés par des scientifiques à notre disposition en support de la mesure qu'on fait au sol, pour avoir éventuellement un œil critique ou un complément d'information sur la composition de l'atmosphère. Mais donc ces données sont là, et finalement avec le choix des données qui existent, on a quasiment toujours des mesures satellites en quasi concomitance avec la mesure qu'on fait au sol. Ou on peut voir le problème à l'envers, c'est que finalement, si on s'arrange bien, on peut arriver à faire des mesures au moment du passage satellite pour bénéficier de cette information contextuelle et complémentaire. Je vous montre maintenant juste quelques exemples Philippe en a montré aussi, mais de ce qui est observable à grande échelle depuis l'espace. Ici, c'est un cas de pollution au large de la France. Alors bon, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais finalement les conditions atmosphériques, etc. font qu'on sait que c'est de la pollution, et voilà ce que ça donne. Donc on a typiquement des situations d'hiver où on a de la pollution qui est sur l'Europe, et à un moment, un coup de vent l'envoie sur l'Atlantique. Situation assez classique aussi sur la plaine du Pô, avec finalement cette brume qui vient de la pollution. Très très classique, avec ce blocage par les Alpes, et dès qu'on a une situation non ventilée, on obtient ce type de situation clairement observable. Là, le fameux cas de la Chine que Philippe a montré également, où on arrive à peine à distinguer la côte ici à cause de cette brume qui vient de la pollution. On a même sur
finalement, quand les conditions sont réunies, ce smog qui vient de la condensation de l'eau sur les particules issues de la pollution. Donc on a des très grandes étendues de brouillard de pollution. Jacques, oui. Ce qui est vraiment blanc là. Oui. C'est du smog. Donc finalement on a une couche vraiment très très basse au ras du sol, comme un brouillard. Et donc bon, ce terme de smog vient des Anglais parce que souvent à Londres ils peuvent avoir ce genre de situation où on a la pollution qui sert de noyau de condensation et avec une formation de brouillard liée à la pollution. Donc ici on a plus c'est l'impression au sol de voir de la fumée, donc c'est les situations classiques de pollution, et en plus ça peut se traduire carrément par un brouillard, donc avec de l'eau liquide qui s'est condensée sur les particules. Vous voyez clairement ici que là c'est des nuages qui sont au-dessus du brouillard, donc on voit cette situation de brouillard dans les vallées et avec les nuages qui passent au-dessus en fait. Oui, c'est ça, on a de la pollution à tous les étages. Et là aussi, c'est une situation d'hiver assez classique, malheureusement, en Chine, à cause de la pollution. Là, alors, je regrette qu'on ne voit pas mieux, mais bon, c'est un énorme panache de poussière au large de l'Afrique. Là, vous voyez ici le Sénégal et les îles du Cap-Vert qui sont ici arrosées par cet énorme panache de poussière. Autre application, alors vous voyez ici une éruption de l'Etna avec finalement un panache volcanique, panache de cendres très brun ici, clairement observable. Alors il continue ici, hein, donc on le voit très très bien. Et on peut même arriver grâce aux caractéristiques spectrales. Alors l'avantage de ces images, on reviendra là-dessus dans la démo, mais c'est que ça donne des images naturelles très faciles à interpréter, puisque c'est presque comme si on avait un appareil photo au-dessus. Donc on ne se pose pas des questions, pourquoi c'est bleu, pourquoi c'est rose, c'est tout, c'est naturel. Et donc vous voyez le panache de cendres qui est ici très brunâtre et qu'on distingue clairement d'un panache ici de fumée. En fait, c'est la lave qui s'était répandue sur un flanc de l'Etna et qui a créé un incendie qui lui est de la biomasse un panache de feu de biomasse donc qui est blanc, et les deux panaches se croisent ici. Et donc voilà, à la fois grâce à la résolution et aux caractéristiques instrumentales de MODIS, puisque c'est MODIS ici, on arrive sans trop de difficultés à analyser une situation. Et si par exemple on était ici avec un photomètre en se disant mais qu'est-ce que j'ai au-dessus de ma tête, et il n'y a rien de tel qu'un peu de contexte pour comprendre d'où vient le problème observé. Autre exemple de ce qu'on voit depuis l'espace, donc toujours avec MODIS. Là, on est sur aussi une situation classique d'incendie dans la péninsule du Yucatan, avec en plus les points rouges. Bon, MODIS peut directement détecter les feux actifs et qui sont à l'origine de ces énormes panaches de fumée qui envahissent le golfe du Mexique. Alors là, c'est plus toujours pour rappeler qu'on voit aussi des choses intéressantes avec les nuages. Donc là, c'est une très belle situation au large de la France, une situation d'hiver avec, bon, celle-là, je l'ai choisie parce qu'on voit clairement les panaches liés au bateau, donc qui viennent déverser des particules, on parlait des cheminées, déverser des particules qui vont atteindre la couche nuageuse et du coup changer la taille des particules et créer finalement au-dessus de leur passage des nuages un petit peu plus denses et avec des particules un peu plus fines, enfin des gouttes d'eau un peu plus fines qui créent ces stries dans les nuages. Toujours dans les nuages, alors là on est plus dans les panaches d'avions, ça peut être sur la même zone, mais là c'est plus sur une situation de ciel clair, des avions qui eux à nouveau vont déverser leurs particules de combustion, issues de la combustion, et qui vont ensemencer l'atmosphère qui n'attendait que ça pour condenser. Et donc là on a une condensation de cristaux de glace sur les particules libérées par les moteurs des avions.
Donc là, on les distingue bien. Et puis sur les couloirs aériens un peu plus utilisés, ça finit par et par créer des voilà. Si par exemple, là à nouveau, vous avez un photomètre, vous demandez c'est quoi finalement, je suis en train de voir un cirrus ou j'ai peut-être des incendies du Canada ou de la poussière. Le satellite va être un élément de réponse parce que là, clairement, laissez tomber, on est en plein dans une situation d'un voile qui est créé par des dépannages d'avions et qu'on peut suivre quelques heures en avant, ça se forme peu à peu, ça s'accumule et voilà le type de conditions que ça crée. Ouais. Donc les 2 dernières slides. Donc j'ai rappelé ici sur 2 slides les outils qui sont disponibles au centre de données Service ICAR. Alors ce sont des outils qui sont au départ développés à destination des scientifiques pour l'exploitation des données. Mais on a vu qu'avec succès, plusieurs d'entre vous arrivent à utiliser pour une application détournée, mais pourquoi pas, à utiliser avec succès ces services-là. Dans la mesure du possible, on essaye aussi d'accommoder des besoins particuliers pour ce qu'on a fait dans le passé pour faciliter votre utilisation de ces outils. Et donc voilà finalement quelques exemples de visualisation qui sont disponibles sur notre site et que j'utiliserai dans la démo cet après-midi. Également, alors on ne fera peut-être pas la démo, bon s'il y a des questions pourquoi pas, mais on a un outil de prévision des passages satellites et qui permet de représenter géographiquement le passage des satellites et de savoir finalement si je veux avoir la donnée Calypso, MODIS ou je ne sais quoi, à quelle heure il vaut mieux que je fasse ma mesure à tel endroit pour avoir le plus de coïncidences possible entre les 2 observations. Donc un outil assez précieux pour l'observation au sol. Et puis là, alors là c'est vraiment pour les experts, c'est qu'on a la possibilité de récupérer vraiment les données autour d'un site. Et si vous voulez des données MODIS ou Seviri sur une période de 10 ans autour de votre site, voilà, c'est des outils qui vous permettent d'avoir ça à peu près sur un clic. Au lieu d'essayer de comprendre la structure des fichiers, de l'archive. Donc c'est un accès simplifié à la donnée, typiquement directement dirigé vers les utilisateurs des données sol qui ont besoin finalement des quelques pixels satellites qui tombent autour de leur site d'observation pour éventuellement faire une statistique et une comparaison sur une série temporelle ou ce genre d'utilisation. Là, c'est vraiment pour les experts. Si j'en parlerai pas cet après-midi, mais sur ces 2 outils qui sont plus avancés, s'il y a des questions particulières, j'y répondrai peut-être offline. On aura déjà suffisamment à faire avec la partie visualisation, mais ce sont des ressources disponibles librement sur le site ICAR. Et donc, vous êtes les bienvenus pour les utiliser autant que vous voulez et me poser les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc là, je vous rappelle donc le site principal et mon email au cas où vous auriez des questions. Merci.